L'épicentre des tensions mondiales s'est brutalement déplacé vers une région que beaucoup considéraient comme relativement stable jusqu'à récemment. Il ne se trouve plus sur les plaines glacées d'Europe de l'Est, ni dans les zones désertiques du Moyen-Orient, mais sous le soleil écrasant des Caraïbes, à quelques encablures seulement des côtes vénézuéliennes. Les États-Unis déploient actuellement un dispositif militaire d'une ampleur rarement vue dans cette région depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. L'explication officielle avancée par Washington est claire et simple. Il s'agirait de frapper avec précision les puissants réseaux de narcotrafic qui gangrènent littéralement la région Caraïbe et empoisonnent les sociétés d'Amérique latine. Mais derrière cette justification, qui semble légitime aux yeux de l'opinion publique internationale, une question beaucoup plus lourde de conséquences géopolitiques commence à s'imposer dans les cercles diplomatiques et militaires du monde entier. Qui est réellement menacé dans cette vaste opération militaire qui mobilise des moyens considérables? S'agit-il vraiment des cartels de la drogue et de leurs réseaux tentaculaires, ou plutôt des colossaux intérêts énergétiques dissimulés dans le bassin de l'Orénoque, l'une des plus grandes réserves pétrolières prouvées de la planète? Fin septembre 2025, l'administration américaine décide de durcir considérablement le ton face au Venezuela de Nicolás Maduro. Sous le prétexte officiellement affiché de la lutte acharnée contre les cartels de la drogue, les opérations militaires s'intensifient de manière spectaculaire dans toute la zone caribéenne. Dans un premier temps, 6 drones de combat MQ-9 Reaper sont déployés stratégiquement sur la base militaire de Porto Rico, territoire américain qui offre une position géographique idéale pour surveiller tout le bassin Caraïbe. Il faut être parfaitement clair sur la nature de ces appareils militaires, ce ne sont absolument pas de simples dispositifs de surveillance passive équipés de caméras haute définition. Ce sont de véritables machines de guerre volantes, des tueurs silencieux capables de frappes de haute précision grâce à leurs missiles Hellfire. Exactement le même type d'appareil qui a été massivement utilisé lors des opérations antiterroristes en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen durant 2 décennies. Peu de temps après ce premier déploiement, un avion radar E-3 Sentry, communément appelé AWACS dans le jargon militaire, est repéré par les radars vénézuéliens alors qu'il effectue des missions de reconnaissance. Cet appareil géant, équipé d'un énorme radome rotatif, vole officiellement dans l'espace aérien international, mais il évolue dangereusement, juste au large des côtes vénézuéliennes, à la limite des eaux territoriales. Détail absolument crucial qui ne passe pas inaperçu à Caracas, cet avion vole délibérément sans transpondeur actif, ce qui signifie qu'il cherche à ne pas être facilement identifié par les systèmes de contrôle aérien civils et militaires de la région. Dans les bureaux du ministère de la Défense à Caracas, la tension monte d'heure en heure comme un thermomètre au soleil. Le général Vladimir Padrino López, ministre de la Défense et figure centrale du régime de Maduro, prend solennellement la parole lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur toutes les chaînes nationales. Il accuse frontalement les États-Unis d'avoir littéralement doublé le nombre de leurs vols de renseignement électronique et de surveillance radar depuis le mois d'août, transformant l'espace aérien vénézuélien en zone de surveillance permanente. Le ministre prévient d'un ton grave que la défense aérienne nationale est désormais placée en état d'alerte maximale, avec ses batteries de missiles et ses chasseurs intercepteurs prêts à décoller à tout moment. Mais la pression militaire américaine ne vient pas uniquement du ciel et de ses appareils furtifs. Washington tente également d'obtenir un accord stratégique avec le petit État insulaire de la Grenade pour y prépositionner des moyens militaires importants, notamment des unités des forces spéciales et du matériel logistique. La Grenade représente un point stratégique absolument crucial dans cet échiquier militaire, situé à seulement 160 km des côtes vénézuéliennes, soit moins d'1 heure de vol pour un hélicoptère d'assaut. L'objectif militaire américain est parfaitement clair pour tous les analystes de la région, surveiller en permanence les routes maritimes empruntées par les pétroliers et les navires commerciaux, intercepter facilement des navires suspects sans avoir à mobiliser de gros moyens depuis la Floride, et surtout faciliter des frappes aériennes rapides si un ordre d'attaque devait être donné. Pour le gouvernement grenadin, le piège diplomatique et militaire est extrêmement périlleux et pourrait avoir des conséquences dramatiques pour cette petite nation. Accepter ce partenariat militaire avec Washington, c'est risquer des représailles politiques directes et immédiates de Caracas, mais aussi des mesures économiques qui pourraient étrangler l'économie insulaire fragile. Puis en mer des Caraïbes, l'intensité des opérations monte encore d'un cran supplémentaire dans une escalade qui semble ne plus avoir de limite. En l'espace de seulement 2 semaines extrêmement tendues, 4 navires sont violemment pris pour cible par l'US Navy dans des opérations de type commando maritime. Les 2 dernières frappes sont même filmées par les équipages américains et ces images choquantes sont rapidement diffusées par les médias internationaux. Les vidéos montrent des explosions d'une violence inouïe qui déchirent littéralement les coques des navires ciblés, provoquant d'immenses gerbes d'eau et de flammes. Le bilan humain provisoire communiqué par différentes sources fait état d'au moins 4 morts et de plusieurs blessés graves parmi les équipages.
Caracas crie immédiatement à l'agression armée caractérisée, dénonçant une violation pure et simple du droit international maritime et des conventions de Genève qui régissent les conflits armés. Le 1er octobre 2025, l'escalade change complètement de nature et devient officiellement juridique avec des implications majeures. Le président Donald Trump notifie formellement le Congrès américain par une lettre confidentielle dont certains passages sont rapidement divulgués à la presse. Les États-Unis sont désormais officiellement engagés dans ce que le droit international appelle un conflit armé de caractère non international. Une terminologie technique, mais extrêmement lourde de conséquences juridiques. Cette qualification légale permet notamment de traiter certaines cibles humaines comme des combattants ennemis plutôt que comme des criminels ordinaires, ouvrant ainsi la voie à des frappes létales sans procédure judiciaire préalable. C'est exactement le même cadre juridique controversé que celui qui avait été utilisé après les attentats du 11 septembre 2001 pour justifier la guerre contre le terrorisme en Afghanistan et ailleurs. La réponse du gouvernement vénézuélien ne se fait absolument pas attendre et arrive dans les heures qui suivent. Le pays tout entier passe en état d'alerte nationale maximale, avec la mobilisation de toutes les forces armées régulières et des milices populaires bolivariennes. Le général Padrino Lopez le répète lors de chaque intervention médiatique. Toute violation délibérée de l'espace aérien national ou des eaux territoriales vénézuéliennes recevra une riposte militaire immédiate et proportionnée. La rupture diplomatique totale est finalement consommée le 6 octobre dans une décision historique. Le président Trump ordonne personnellement la coupure complète de toutes les relations diplomatiques avec le régime de Caracas, fermant ainsi les dernières voies de dialogue. L'envoyé spécial pour le Venezuela, Richard Grenell, connu pour ses positions particulièrement dures, reçoit l'ordre de fermer immédiatement les tout derniers canaux de négociation encore ouverts entre les deux pays. En quelques semaines seulement, les Caraïbes ont littéralement pris des allures de véritables poudrières, prêtes à exploser à tout moment. Drones de combat armés, navires de guerre équipés de missiles de croisière, avions furtifs de reconnaissance, tout ce dispositif militaire impressionnant quadrille désormais l'azur tropical qui était autrefois symbole de vacances et de tranquillité. Au sol, les Vénézuéliens ordinaires vivent quotidiennement sous la menace psychologique d'une invasion militaire américaine imminente, ravivant les souvenirs douloureux des interventions passées en Amérique latine. Face au déploiement absolument massif de cette armada américaine sans précédent dans la région, la réponse de Caracas est totalement dénuée d'ambiguïté. Le pays orchestre une véritable mise en scène spectaculaire de sa résilience militaire et de sa détermination à se défendre. Une séquence soigneusement chorégraphiée, conçue pour envoyer un signal extrêmement clair à Washington et au monde entier. Le Venezuela dirigé par Maduro n'a absolument pas l'intention de se laisser intimider ni de capituler sans combattre. 2 exercices militaires de grande ampleur, baptisés Soberania Caribeña 200 et Cabo San Román 200, servent de vitrine impressionnante aux capacités militaires nationales. Plus de 2500 soldats aguerris et 12 bâtiments de guerre de la marine bolivarienne sont massivement engagés autour de l'île stratégique de la Orchila, véritable forteresse militaire naturelle. Les simulations réalistes de combats navals et aériens s'enchaînent durant plusieurs jours consécutifs dans un déploiement de forces calculées. Les images officielles produites par le ministère de la Défense tournent en boucle sur toutes les télévisions nationales et sur les réseaux sociaux. Troupes aéroportées sautant en parachute, tirs d'exercice de batteries antiaériennes créant des lignes de feu impressionnantes dans le ciel. Mobilisation parfaitement coordonnée de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air dans des manœuvres conjointes. Mais la véritable pièce maîtresse technologique de cette démonstration de force, ce sont incontestablement les chasseurs Sukhoi Su-30 Mk2 flanqueurs d'origine russe. Mais une friction même mineure pourrait catastrophiquement dégénérer en guerre totale régionale si la Russie ou l'Iran décidaient fermement d'intervenir directement pour défendre militairement Caracas contre ce qu'ils perçoivent comme une agression impérialiste. Sur la table diplomatique internationale, il existe pourtant théoriquement une autre voie possible, celle de la désescalade négociée et du compromis. Si la pression internationale de l'ONU et des pays non alignés devient suffisamment forte et coordonnée, si la crainte très réelle d'un choc économique mondial pétrolier pèse suffisamment lourd dans les calculs stratégiques, chaque camp pourrait potentiellement être contraint de retenir ses coups les plus durs, de rétablir prudemment des canaux de discussion indirects via des médiateurs neutres comme le Mexique ou la Norvège, et de geler temporairement les postures militaires les plus agressives et provocatrices. L'ironie de la situation est absolument brutale et presque tragique dans son absurdité. Une distinction internationale, censée célébrer la paix, le dialogue et la non-violence, est devenue en quelques heures à peine le point d'allumage potentiel d'une nouvelle bataille sanglante pour le pouvoir en Amérique latine. Une bataille géopolitique complexe où l'issue finale dépendra beaucoup moins des belles proclamations diplomatiques que de la capacité réelle des différents acteurs à maîtriser l'engrenage militaire dangereux
qu'ils ont eux-mêmes consciemment ou inconsciemment déclenchées dans cette région explosive. En seulement 15 jours incroyablement intenses, la mer des Caraïbes s'est complètement métamorphosée en un véritable théâtre de confrontation militaire directe entre grandes puissances. D'un côté se tient fermement Washington et son appareil militaire impressionnant. Les États-Unis ont d'abord stratégiquement donné un cadre juridique légal à leur frappe en parlant officiellement de conflits armés contre des organisations criminelles transnationales. Puis, ils ont spectaculairement rompu toute relation diplomatique officielle avec Caracas, fermant ambassade et consulat. Aujourd'hui, leurs drones armés Reaper, leurs avions espions sophistiqués, leurs destroyers lance-missiles et même un sous-marin nucléaire d'attaque forment un dispositif militaire complet d'encerclement à portée de tir immédiate des côtes vénézuéliennes. De l'autre côté de cette confrontation se dresse le Venezuela et son régime déterminé. Caracas a répondu par une impressionnante démonstration de force à l'échelle nationale, mobilisant toutes ses ressources. 2 grands exercices militaires impliquant des milliers de soldats, l'activation complète de ses défenses antiaériennes les plus modernes, la mobilisation massive de ses milices populaires bolivariennes et la mise en avant spectaculaire de ses chasseurs Sukhoi Su-30 Mk2, armés de missiles supersoniques anti-navires. Le pays a également stratégiquement verrouillé ses appuis extérieurs cruciaux auprès de Moscou, Téhéran et Pékin, tout en réveillant habilement une solidarité latino-américaine anti-impérialiste qui semblait endormie depuis des années. Le catalyseur final et inattendu de cette crise, ce fut l'attribution du prix Nobel de la paix à María Corina Machado, leader charismatique de l'opposition vénézuélienne. Un prix immédiatement et cyniquement transformé en véritable totem politique, utilisé sans hésitation par Washington comme justification morale suprême pour reconnaître unilatéralement Machado comme présidente légitime du Venezuela. Aujourd'hui, dans cette poudrière caribéenne, 2 trajectoires diamétralement opposées s'affrontent dangereusement.